Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, comme toutes les semaines. Effectivement, le 30 minutes pour parler un petit peu de l'actualité du football européen. Donc, écoutez, ce soir, c'était assez clair. On va discuter de l'actualité du football européen de cette semaine. Forcément, c'est les huitièmes de finale. Retour de Ligue des Champions. Maintenant, on a les 8 qualifiés pour les quarts de finale. Donc, on peut déjà en tirer quelques enseignements. On peut aussi débriefer certains matchs et certaines tendances aussi. Et donc, j'avais envie d'en parler avec vous. Donc en gros, je voulais un petit peu, bien sûr, revenir sur les clubs de Serie A, parce qu'il y en a 3 sur 8 et que ce sont les plus représentés de ces quarts de finale. Donc je voulais savoir un petit peu si la Serie A est de retour ou si c'est juste un effet d'optique. Je vais vous donner mon avis. Real, Liverpool aussi, parce que donc... salut Forza Juve, ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Merci beaucoup. Je sais que c'est un petit peu tôt, 18h30, c'est assez exceptionnel. Bref, pour des raisons logistiques, je suis obligé cette semaine de les faire à 18h30, mais ça reprendra à 20h30 dès la semaine prochaine, 20h30 lundi soir, 20h30 mercredi soir. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont regardé Buonasera Calcio ou écouté Buonasera Calcio d'une autre manière qu'en direct. Je sais que c'est pas toujours très facile, 18h30. Donc voilà, mais c'est assez rare. J'essaye toujours d'être à 20h30. Donc oui, je reviens sur Real Liverpool parce que c'était le match phare, vraiment deux clubs historiques, des étoiles dans les yeux quand on regarde ce genre de match. Donc voilà, on va parler un petit peu du retour, qui m'a... Bon, bref, je vous donnerai mon avis juste après. Effectivement, essayer de regarder un petit peu les 8 qualifiés. J'ai appelé ça 3 cadors et 5 outsiders. On va regarder un petit peu, puis on va essayer de se projeter sur les futurs quarts de finale de Ligue des Champions. Un petit tour dans les commentaires. Les matchs amicaux, c'était pas mal cette semaine, mais le 8e retour de Ligue des Champions, c'est quand? Ouais, c'est vrai que les matchs retour étaient particuliers, je suis d'accord. C'était pas d'un niveau foufou. Tous les matchs retour, hein. Et encore une fois, il est important de dissocier, enfin à mon sens, hein, il est important de dissocier le score de la qualité des matchs. Et le match de Manchester City, il y a un très gros score. Maintenant, le match n'est pas forcément de super qualité parce qu'il n'y a qu'une équipe. Et puis voilà, donc c'est pas top. Mais bon, bref, on verra bien. On va commencer par le premier sujet. Serie A is back. Écoutez, en tous les cas, dans les chiffres, bien sûr, la Serie A is back, hein, ça c'est clair. Donc c'est clair que 3 équipes sur 4 qualifiées en quart de finale de Ligue des Champions. Il faut savoir que ça n'est pas arrivé depuis 2016, il me semble. Pardon, qu'est-ce que je raconte, 2016 2006. Donc il faut remonter vraiment à très très loin. C'était la dernière fois que 3 équipes italiennes s'étaient qualifiées pour les quarts. Alors, si on se demande qu'est-ce qui se passait en 2006-2007 pour les équipes italiennes, la décennie 2000 avait été outrageusement dominée par les clubs italiens, hein, avec le Milan qui gagne en 2003, le Milan qui va en finale en 2005, le Milan qui gagne en 2007, l'Inter qui gagne en 2010. Donc effectivement, cette décennie avait été, après la décennie 90, qui avait été aussi outrageusement dominée, alors là même encore plus par les clubs de Serie A, effectivement la décennie 2000 était encore une décennie Serie A avant qu'en 2010, en 2011, on passe vraiment à une décennie 100% espagnole. 2010-2020. Donc oui, effectivement, c'est effectivement remarquable, on va dire. Maintenant, très honnêtement, ça veut absolument pas dire que
pour moi que c'est encore une situation pérenne. La Serie A, effectivement, est de retour. Les clubs de Serie A sont de retour. J'ai l'habitude de dire que ce qui fait vraiment le niveau d'un championnat, c'est la Ligue Europa et la Conference League. Et là, pour moi, ça envoie des signaux vachement meilleurs pour la Serie A. C'est effectivement que les 4 clubs de Conference League et d'Europa League peuvent être encore qualifiés pour les quarts de finale aussi, pareil. Même si la Lazio est le seul club des 4 qui a perdu le match aller, mais ils ont perdu 2-1, donc c'est pas non plus rédhibitoire, ils peuvent tout à fait se qualifier au match retour. En plus, la Lazio est une équipe vraiment forte, avec un très gros potentiel offensif. Donc marquer beaucoup de buts, c'est pas trop un problème pour la Lazio, et c'est très compliqué de leur en marquer, donc j'étais surpris du résultat. Mais ils avaient joué le mardi, enfin bref, c'était un match décalé parce que l'AS Roma jouait le jeudi en Europa League à l'Olympico aussi. Donc d'ailleurs c'était une semaine un petit peu dingue pour l'Olympico, le stade en lui-même, hein, parce que donc il y avait mardi, donc il y avait dimanche un match de l'AS Roma, AS Roma Juventus. Ensuite, mardi, il y avait un match de Coupe d'Europe de la Lazio. Jeudi, un match de Coupe d'Europe de la Roma. Vendredi, c'était vendredi, je crois, le match des 6 nations, Italie, je sais plus quoi, donc à l'Olympico aussi. Et enfin, encore une fois, dimanche, un match de championnat d'une des 2 équipes, je sais plus qui jouait à domicile, mais en tous les cas, je sais pas comment la pelouse a fait pour tenir. J'ai pas regardé l'état de la pelouse le dimanche, mais ça devait être assez incroyable. Donc voilà. Alors, un petit tour dans les commentaires. Je sens que tu allais pas en parler, mais je voulais avoir ton avis. Le remplacement de Haaland, une honte, non. Il aurait pu écrire l'histoire de la Ligue des Champions, mais Guardiola avait trop en tête Messi et son record, mais ça m'a énervé de ouf. Alors, en fait, salut Nikaya, bienvenue, hein, ça fait plaisir que tu sois là. Oui et non, je pense que Guardiola pensait pas au record de Messi. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il était parti sur des bases complètement folles, mais en même temps, il se trouve que Manchester City joue un championnat très compliqué, la Première Ligue, on le sait. Arsenal est en tête. Il faut aussi économiser un petit peu les joueurs. Manchester City a mené très très tôt dans le match. Le score était fait depuis bien longtemps. Ça sert à rien de le laisser 30 minutes de plus sur le terrain parce que je crois qu'il a été remplacé vers la 60e, 65e. Donc ça sert à rien de le laisser 30 minutes de plus sur le terrain et de risquer une blessure pour rien. Moi, je comprends le move de Guardiola. Je pense que maintenant, vous commencez à savoir que je suis pas un fan de Guardiola. Mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose que je comprends parce que ça va totalement dans l'esprit du collectif. Voilà, on n'est pas là pour faire battre des records à des joueurs. Moi, personnellement, si j'étais entraîneur, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de faire gagner l'équipe. Et si pour faire gagner l'équipe, les prochains matchs, il faut que je sorte Haaland à la 45e minute, je le sors à la 45e minute. Ça me pose pas de problème. Là, en l'occurrence, c'était le truc. Mais je comprends, mais moi, je pas de... Voilà, déjà, un quintuplé, hein, ils sont que 2, dont le meilleur, certainement le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc, pas le meilleur. Parce que ça dépend des périodes, mais un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc oui, c'est déjà pas mal. Un petit commentaire donc de Nikaya. J'aimerais que le Napoli prenne un gros pour voir s'ils ont le niveau et s'ils sont au rendez-vous. Eh ben moi aussi, j'aimerais beaucoup. Donc oui, effectivement. Là maintenant, en quart de finale, c'est bien. On a la Serie A 3 clubs en quart de finale. Maintenant, c'est maintenant qu'on va savoir ce qu'ils valent vraiment au très haut niveau. Pour moi, vraiment. Je ne considère pas que Tottenham, pour le Milan, ça a été le toucher du doigt le très haut niveau. Et on a vu que Milan a quand même eu du mal à se qualifier. Je ne considère pas non plus que le FC Porto, même si j'ai beaucoup d'estime pour cette équipe parce que je trouve qu'ils font vraiment des choses très très bien, soit le très haut niveau non plus de la Ligue des Champions. Et puis quant au Napoli, le Francfort, là j'en parle même pas. Effectivement, je trouve que voilà, on n'en est pas encore là.
Là, il peut y avoir du Manchester City, du Real, il peut y avoir du Bayern, et je pense que c'est ces trois équipes-là qui vont être le maître étalon pour les équipes de Serie A. Moi, je sais que personnellement, en tant que supporter, là, si je sors un petit peu de mon rôle de, on va dire, pas consultant, mais chroniqueur du football européen, j'espère que Milan prendra le Real. Je pense absolument pas que Milan a les moyens de gagner avec des champions, quoique on ne sait jamais, hein, c'est dans l'ADN de ce club. Mais je veux les étalonner contre la plus grosse équipe du moment, quoi. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose que je voudrais voir, quitte à ce que ils prennent une dérouillée et qu'ils apprennent, en fait. C'est pas très grave, la Serie A, on est à l'apprentissage pour l'instant. En tous les cas, voilà, c'est vraiment ça. Ce que ça montre en tous les cas, je ne sais pas si la Serie A est vraiment de retour au sommet du football européen et pourra bientôt gagner des Ligues des Champions et tout. La chose que ça dit quand même, ça dit quelque chose, c'est que ça fait... Enfin, si vous écoutiez la 93e avant et que vous écoutez Buonasera Calcio depuis le début, vous le savez, je parle souvent de la densité des championnats. Par exemple, je sais pas, la Liga, par exemple, n'a plus aucune densité. Vous avez deux clubs qui sont très au-dessus des autres, et tout le reste, maintenant, c'est devenu du club vraiment moyen. D'ailleurs, on le voit avec les prestations espagnoles en Coupe d'Europe. On va dire la Ligue 1 aussi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une tête d'affiche qui est complètement hors norme, et puis après, des clubs qui sont moyen, même si la densité en France a évolué, elle n'est pas encore super développée, mais en tous les cas, ils sont sur le bon chemin, donc j'espère que ça va continuer de travailler. Là, malheureusement, ils ont eu un gros coup de froid en huitième de finale de toutes les Coupes d'Europe, ils ont disparu, donc c'est vraiment dommage. Mais voilà, ils étaient déjà beaucoup de clubs français en huitième de finale, donc c'est déjà pas mal. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. La Bundesliga, c'est un petit peu la même chose. Il y a le Bayern qui domine vraiment outrageusement le championnat et qui a un niveau que tous les autres clubs allemands n'ont pas. C'est très rare de réussir à battre le Bayern dans un très gros match. Dès que le Bayern rencontre son dauphin ou le troisième, il marque son territoire. En Italie, c'est pas du tout comme ça. Il y a 7 équipes qui peuvent se battre les unes et les autres. Dès que vous avez un Fiorentina-Milan, je sais pas, un Roma-Juve, un Inter AS Roma, un Atalanta Napoli, vous ne pouvez pas savoir qui va être le vainqueur. Et ça, c'est vraiment ce qui a tiré vers le haut le niveau général des clubs italiens. Et ce que vous voyez cette année en Coupe d'Europe avec 3 clubs en huitième de finale et en même temps 4 clubs en Ligue Europa et Conference League, c'est la résultante de ça. Et si vous regardez le classement de la Serie A, les 7 clubs qui sont qualifiés pour les quarts de finale, enfin qui potentiellement peuvent être qualifiés pour les quarts de finale, sont les 7 premiers clubs de la Serie A. Donc il n'y a pas d'hasard, quoi. Princess Serenity, bienvenue, merci d'être là, hein, c'est gentil. Mehdi for the win, c'est gentil, merci bien. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment ça. Il faut absolument, comment dirais-je, c'est ces luttes perpétuelles que les clubs anglais ont, que les clubs espagnols ont eu pendant très très longtemps et que l'Italie est en train de revenir. Cette espèce de niveau énorme d'un championnat qui tire vers le haut le niveau. Et à la fin, quand vous arrivez dans des matchs de Coupe d'Europe qui sont serrés, vous avez l'habitude de jouer ces matchs-là. Parce que tous les dimanches, c'est la guerre, en fait. En Italie, avec 7 gros clubs qui jouent très bien au football, en plus, ça joue bien au football, excepté la Juve, que je mets un petit peu à part, mais voilà, ils ont des individualités incroyables, donc ils vous laissent quand même ils vous mettent un petit peu en difficulté. Et Kisses from Lucas aussi, hein, pareil, hein, for Victory, yo, bonjour, Love Vitality for Victory, c'est gentil d'être là. Donc oui, tous ces gens-là tous ces clubs-là qui vous tirent vers le haut font en sorte qu'on a ces résultats de la Serie A. Donc voilà, maintenant, est-ce que ça suffira pour gagner? Je pense qu'il faut encore un petit peu de temps et il va falloir confirmer ça. C'est-à-dire que si tout d'un coup vous avez 7 clubs en quart de finale qui sont de Serie A, mais que l'année prochaine il n'y a plus personne qui sort des poules, c'est pas la peine. C'est peut-être que c'était une saison particulière et que la Coupe du Monde a rebattu les cartes pendant une saison. Donc moi j'attends de voir la saison prochaine, mais je suis vraiment satisfait parce que je sais que cette densité de la Serie A a concouru à tout ça.
Alors Forza Juve, toi le fan du Milan AC, et comme on parle de la Serie A dans les 5 ans en championnat, une seule en demi de Youth League avec la Primavera du Milan. Oui, tout à fait, c'est vrai, la Primavera du Milan va en demi-finale de Youth League. C'est la première fois de son histoire, hein. Après, en même temps, c'est normal parce que la Youth League existe depuis peu de temps et ça fait très longtemps que Milan n'était pas en Ligue des Champions. Donc, quelque part, c'est un peu logique que la Youth League, ce soit la première fois qu'elle aille en demi-finale. Et c'est pareil, les équipes de jeunes des clubs des clubs italiens découvrent cette Youth League petit à petit. Donc voilà, s'il y a de la continuité, ça va aller là, mais c'est une bonne chose. Après, je vais pas faire trop long sur la Serie A parce on a d'autres sujets. Vous savez que je pourrais en parler pendant des années, mais le decreto crescito fait beaucoup de mal au football italien. Alors, ils ont des bons résultats en club parce qu'ils ont recruté des joueurs. Je sais pas si vous prenez le Milan par exemple, ce week-end, ils ont démarré sans aucun Italien sur le terrain. Eh ben, oui, on a des bons joueurs, Benasser, je sais pas, Tomori, Théo Hernandez, etc. Mais le problème, c'est que le Decreto Crescito, le souci, c'est que, en fait, on a, comment dirais-je, des abattements sociaux sur des joueurs étrangers lorsqu'ils n'ont pas joué en Italie pendant 5 ans avant leur recrutement. Ce qui fait que ça favorise, en fait, si vous voulez, l'achat de joueurs étrangers plutôt que le recrutement italo-italien, parce qu'en fait, les Italiens coûtent beaucoup plus cher que les étrangers. Donc c'est un petit peu embêtant et ça, c'est en train de, comment dirais-je, ouais, je pense, de pénaliser le football italien de sélection. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir des équipes de jeunes comme ça qui performent en Youth League. Maintenant, j'espère que ces jeunes pourront être intégrés à l'équipe du Milan sans que ce soit pénalisant pour le Milan. Je vais voir une demi comme la saison passée, peut-être que je verrai les jeunes du Milan. Bah ouais, probablement. Bah oui, ça se joue pas très loin de chez toi, hein. Ça se joue à Nyon, si je ne m'abuse, la Youth League. Donc ça se joue à 20 minutes de chez toi. C'est beau. Bah écoute, je pense que comme j'habite pas très loin non plus, il est possible que si l'équipe du Milan va enfin, j'irai peut-être aller voir. Effectivement, en plus c'est Abaté l'entraîneur, donc j'ai toujours aimé beaucoup Ignacio Abaté, même s'il n'était pas très fort. C'était quelqu'un de devoir, donc voilà, ça me ferait plaisir de le voir. Voilà pour la Serie A. Effectivement, je rêve de voir le Napoli contre Manchester City, le Bayern ou le Real en quart de finale, parce que je veux voir ce qu'ils donnent contre un très gros club, parce que pour moi, c'est encore une fois la meilleure équipe d'Europe pour l'instant. Donc voilà. On va passer au deuxième topic, c'est Real-Liverpool. Allez, vas-y, Nikaya, on y va ensemble. Je viens avec toi au stade du Coloré. Il y aura Ismir aussi. Allez, on y va tous ensemble, avec plaisir, bien sûr. Donc le deuxième sujet, Real Liverpool. Bah, je voulais faire un petit peu le débrief. J'avoue que moi j'étais plein d'espoir pour ce match. Hier soir, je me suis mis devant la télé et je me suis dit allez, c'est parti, on va vivre une soirée magique de Ligue des Champions. Même si finalement à la fin Liverpool se qualifie pas, mais au moins qu'ils mettent du suspense dans ce match, qu'ils marquent en premier, que voilà, et puis que tout d'un coup on se dise ouh, les émotions qui montent, est-ce qu'ils vont vraiment sortir le Real, etc. Puis en fait, malheureusement, bah, vous voyez, là, je commence à avoir la réponse, malheureusement, quand il y a eu le 7-0 contre Manchester United, ici même, dans Buonasera Calcio, je me demandais si c'était le chant du cygne d'une équipe qui était complètement en fin de cycle, ou bien le réveil d'une grande équipe, enfin, finalement, dans une saison bizarre. Bah, après la défaite à Bournemouth et le non-match là contre le Real hier, un Real qui a pas du tout forcé contre Liverpool, ils étaient tranquilles, frein à main, on était cool. Donc ils ont juste contrôlé le match et ils ont marqué un but, ils auraient pu en marquer plus d'ailleurs, voilà. Je les ai trouvés vraiment apathique Liverpool. Allez, il y a eu 2-3 accélérations, ils ont eu 2-3... Allez, en première mi-temps, quand même, il y a eu 2-3 frappes. Courtois a fait 2-3 arrêts sympas, mais
pas assez pour emballer le match et vraiment mettre la pression sur le Real. Donc voilà, je suis un peu déçu. C'était pas un match de très haut niveau. Alors, Forza Youth qui dit Liverpool, le gros point noir, c'est le milieu pour moi. Wijnaldum, qui était une pièce maîtresse de Liverpool lors du titre, n'a pas été remplacé. Et Klopp qui s'excite lors du péno ou pas de Liverpool. J'avais l'impression que Liverpool jouait sa qualif et ses choix de remplacement sont catastrophiques. Alors, deux sujets différents. Effectivement, je pense que le milieu de terrain de Liverpool c'est affaibli en tous les cas et que les gens qui sont restés sont un peu cramés, les Anderson, tout ça, c'est pas génial. Et puis les petits jeunes qui les remplacent sont pas non plus, je trouve, très haut niveau. Thiago Alcantara, bah, enfin voilà quoi, il est très souvent blessé. Et quand il joue, bah, il lui faut du temps d'adaptation pour revenir et il se reblesse très fréquemment. Enfin bon, bref. Donc c'est assez pénible à voir. Fabinho, je trouve plus du tout que c'est le Fabinho qui rayonne sur le milieu de terrain, qui rayonnait sur le milieu de terrain comme espèce de sentinelle là où il récupérait tout. Donc oui, c'est effectivement, tu as raison, le milieu de terrain s'est affaibli. Wijnaldum est parti. Bon, après, Wijnaldum, entre la saison qu'il a fait au PSG et puis la saison qu'il fait à l'AS Roma, bon, même s'il s'est blessé, il s'est cassé le tibia, mais bon, je suis pas sûr qu'il ait gardé lui aussi son niveau. Donc je sais pas si son départ était vraiment négatif, mais en tous les cas, il n'a pas été remplacé, je suis d'accord avec toi. Et puis Klopp, je pense très clairement, c'est un très grand entraîneur. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais entraîneur, c'est un très grand manager, mais il est en fin de cycle. Son management ne passe plus. Je pense que il a tellement gagné avec ces gens-là, des titres qui sont tellement marquants dans un club qui revient. C'est un petit peu comme Milan, c'est un club qui revient de nulle part. Liverpool a traversé le désert pendant des années et des années en termes de championnat. Ils n'avaient pas gagné depuis 1990. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est complètement dingue. Et puis la Ligue des Champions, bah, c'est la même chose, c'était depuis 2005. Donc en gros, il leur a fait gagner deux titres que les fans de Liverpool attendaient depuis près de 30 ans. Enfin bon, pas pour la Champions, mais pour la Champions, il attendait depuis 15 ans. Donc il a noué des liens émotionnels avec ces joueurs qui sont incroyables. Et derrière, en fait, forcément, c'est très compliqué de remotiver une équipe. Parce que bah, derrière, en fait, forcément, vous nouez des liens amicaux avec les joueurs, etc. Et c'est compliqué de remettre, de garder le même groupe, le même entraîneur, et de remettre de se remettre au travail, quoi, avec la même rigueur. Donc voilà, vraiment, c'était. Moi, j'ai été vraiment déçu. Effectivement, le péno du Real, il pète un plomb sur le péno du Real après. Comment après le match. Non, non. Oui, si, c'est ça. Bah, honnêtement, c'est pas. Enfin, bref, c'était pas le problème. Je pense qu'il ferait mieux de regarder son équipe, l'implication qu'ils ont, le niveau physique qu'ils ont, parce qu'ils sont tous cramés. Il les a cramés pendant 7 ans. Et je pense que malheureusement, le pressing, quand vous le faites pendant trop longtemps, mais à un moment donné, vous ne pouvez plus le faire. Robertson et Alexander Arnold, c'est les frères de Robertson et Alexander Arnold. Enfin bref. Donc voilà, je pense que c'est important que. Ouais, bah oui, on va parler de Mané aussi, effectivement. Alors, est-ce que c'est concomitant? Est-ce que c'est un hasard? Ou alors est-ce que c'est effectivement le départ de Mané a vraiment changé les choses? Oui, en tous les cas, l'animation offensive de Liverpool est complètement différente sans Sadio Mané. Clairement. Et il n'a pas été remplacé, surtout pas par Darwin Núñez, qui est gentil, travaille, voilà. Mais alors, en termes de talent, on en est très très loin de Sadio Mané. Donc, Sadio Mané faisait un travail incroyable, invisible pour les autres, les appels, le pressing, le contre-pressing, etc. Il mettait en bonne position Salah, et on le voit d'ailleurs, Salah, depuis que Mané est parti, alors toute l'équipe tourne moins bien, mais il marque aussi beaucoup moins de buts. Donc voilà, donc oui, c'est un tout, et Sané était très important, voilà. Núñez, Jota, pas sûr qu'il jouerait à City ou au Real, même au PSG. Alors au PSG, très honnêtement, je pense que tout le monde joue. Hein, des 22 joueurs qu'il y a hier, il n'y en a aucun qui est inférieur aux joueurs du PSG. Peut-être Van Dijk, c'est à peu près tout. Van Dijk, vraiment, lui, alors là, c'est son frère, il est cramé depuis sa blessure au genou.
Le mec est inexistant. Donc voilà, bon, il y a des gens qui ont voulu faire croire que c'était le meilleur défenseur de l'histoire. Je pense qu'ils n'ont pas dû voir jouer Baresi, Maldini, Nesta, Ramos, etc. Et Puyol, même Puyol, hein, je préfère Puyol 100 000 fois à Van Dijk, même si je ne nie pas le talent de Van Dijk. Juste que pour être le meilleur défenseur de l'histoire, il ne faut pas avoir une saison et demie au plus haut niveau. Je veux dire, Maldini, il n'a jamais raté un match. Il a commencé à 16 ans et a terminé à 41 ans. Donc, bon, après, je pense qu'on peut parler de meilleur défenseur de l'histoire. Quand on fait une saison et demie au plus haut niveau, non. On peut dire que tu étais en feu pendant une saison et demie. Donc, donc voilà. Frère de Robertson, frère de Arnold, frère de Van Dijk, ça fait toute la défense carrément. Ouais, tout à fait, c'est clair. Il n'y a que Konaté. Konaté, en revanche, je l'ai trouvé très bon hier et il est tout le temps très bon. Ce joueur, franchement, lui, je trouve qu'il est vraiment à un super haut niveau. Honnêtement, alors le problème, c'est qu'il est tout seul. Mais je trouve qu'il est vraiment à un super haut niveau. Même sa relance, même son dynamisme quand il a la balle et tout, je trouve qu'il casse des lignes, c'est vraiment top. Donc voilà, un petit peu déçu par Real Liverpool. En même temps, j'en attendais quelque chose parce que c'est Liverpool, parce que c'est une équipe magique, parce qu'ils l'ont fait contre Barcelone récemment, etc. Mais en fait, c'est le Real en face. C'est implacable le Real. Donc voilà. Enfin, on va terminer donc avec un petit peu regarder la structure des 8 équipes en quart de finale. Hein. Donc ciao au Cotonou Joe, ça fait plaisir. Pour moi, il faut que Klopp s'en aille et un nouveau coach pour un électrochoc. Je suis d'accord avec toi. Un De Zerbi, par exemple, à Liverpool serait magnifique. Et Klopp, honnêtement, il part dans un autre club. Alors, on va parler du PSG, mais il n'y a pas que, mais même le PSG, quoi. Je pense qu'il pourrait aller au PSG, mais un club comme Milan, par exemple, un club comme l'Inter, un club comme peut-être, je sais pas, en Espagne, un grand d'Espagne comme l'Atlético Madrid. Imaginez Klopp à l'Atlético Madrid, ce que ça donnerait. Parce qu'ils ont un effectif et ils ont de l'argent, l'Atlético Madrid. Ça pourrait vraiment faire un truc vraiment bien, quoi. Ou Klopp au Real, par exemple, si Ancelotti n'est pas re-signé, parce que s'il gagne rien cette année, vous savez, au Real, vous gagnez rien, vous sautez. Hein. Il n'y a pas de sentiment avec le Real. Donc, donc voilà. Come stai? Stai bene? Sono bene au Cotonou Joe. Sono bueno. Info Real Benzema, on est à 20 matchs d'élimination et 20 buts, sacré stat. Seul CR7 et Messi ont fait mieux. Oui, bah oui, non mais c'est clair, bien sûr. C'est du très haut niveau, Benzema. Il y a pas à chier. Le problème, c'est que cette saison est polluée par les blessures. Encore dimanche, il n'était pas là. Là, il joue, voilà. On va voir s'il rejoue en championnat. Donc oui, il a beaucoup de mal cette saison à avoir une continuité. On l'a vu à la Coupe du Monde. On l'a vu avant la Coupe du Monde. Hein. Il a joué très peu de matchs. Mais en revanche, sur tous ces matchs, dès qu'il revient, il est en forme. Donc ça, c'est pas mal. Sto bene, si dice. Ah. Ancelotti, tu le vois ou s'il saute? Bah, vous savez. Où est-ce qu'il va, Ancelotti, s'il saute? Probablement qu'il va au Brésil. Il va devenir entraîneur du Brésil. En revanche, c'est pas sa priorité. C'est-à-dire qu'il a rien dit au Brésil, il a dit non. Enfin, il a dit non, il a dit c'est gentil de la proposition. Mais en revanche, c'est le Real qui est sa priorité. Si le Real le re-signe, il restera au Real. Si en revanche le Real se sépare de lui ou le re-signe pas, hein, parce que donc il a un contrat qui s'arrête à la fin de saison. Bah, à ce moment-là, effectivement, il deviendra probablement sélectionneur du Brésil. C'est triste pour le Brésil, je pense. Tu vas faire un live pour le tirage demain à midi. Alors, non, malheureusement, je vais pas faire. Bon, on en parlera lundi. On en parlera lundi parce que là, demain à midi, je travaille. donc non, je peux pas trop. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc 3 cadors et 5 outsiders. Alors, les 3 cadors, bien sûr, Manchester City, le Bayern, et puis bien entendu, le Real, hein, le roi de la compétition. Donc le truc, c'est que, alors avec le Real, on sait jamais. Tout est possible avec eux, et puis on voit qu'ils sont ultra cliniques et tout, donc ils peuvent encore aller au bout cette saison. Je dirais plus jamais rien sur le Real. Hein. L'année dernière, ils m'ont ridiculisé parce que chaque tour, je disais, de toute façon là, ils peuvent pas passer. Ils sont mauvais en fait. Ils sont plus mauvais que toutes les équipes qu'ils ont rencontrées. Je continue à le penser.
ils étaient moins bons que le PSG, ils étaient moins bons que Manchester City, et puis ils étaient moins bons que Liverpool en finale, ils étaient moins bons que toutes les équipes qu'ils ont rencontrées sans exception, et pourtant ils sont passés à chaque fois. Même Chelsea les a dominés fou quoi. Donc voilà, donc ouais, c'est effectivement très compliqué de faire des prévisions sur le Real. Maintenant, Manchester City, alors on peut dire que oui, ils ont fait un énorme score contre Leipzig, mais je suis toujours pas impressionné par cette équipe. Voilà. Il y a pas de, je sais pas, j'ai l'impression que le jour où ils vont rencontrer une très grosse équipe, comme d'habitude, ils vont se dessus. Donc je pense que voilà, et puis que Guardiola va nous inventer encore une tactique bizarre, mettre Erling Haaland sur l'aile, sortir je sais pas qui du milieu de terrain, le mettre en latéral gauche, puis bah ça va pas marcher comme d'habitude dès qu'il y a un gros match. Donc voilà. Un petit commentaire quand même. Dimanche soir d'ailleurs, gros programme, le derby de Rome et le soir, le derby d'Italie, Inter-Juve. Barça-Real aussi, la meilleure équipe de Ligue 1 en 2023. Reims contre Marseille et en plus de la F1. C'est vrai que dimanche, c'est n'importe quoi. Ce week-end, c'est n'importe quoi en termes de football. Donc voilà. Effectivement. Ici, c'est Strémy. Salut tout le monde, après les huitièmes, le Real sort grand favori pour moi, même si c'est pas forcément la meilleure équipe. Oui, c'est vrai, en tous les cas, c'est des trois favoris, celui qui m'a le plus impressionné, parce que j'avoue que le Bayern contre le Paris Saint-Germain m'a pas non plus vraiment impressionné. En revanche, effectivement, le Real, c'est effectivement quelque chose qui... C'est solide, quoi. Et le milieu de terrain, c'est implacable, et franchement, moi, j'avoue que eux, ils m'ont fait grosse impression. Bizarrement, ils m'ont fait vraiment grosse impression. Après, de l'autre côté, dans les outsiders, bah, vous avez Napoli qui, pour moi, vraiment est très au-dessus du lot techniquement de toutes les équipes qu'on voit, excepté peut-être Manchester City, mais je trouve que c'est beaucoup plus vertical, beaucoup plus méchant en fait Naples que Manchester City. Même, je mets de côté ce 7-0 contre Leipzig parce que bref, je le trouve anecdotique. Donc voilà. Parce que tous les buts, ils sont pas construits, hein. La plupart, c'est des espèces de cafouillages bizarres. Erling Haaland, il marque un quintuplé, mais c'est que des buts de renard un peu dans la surface. C'est pas des buts très très. Enfin, j'exagère que. Il n'y a pas que ça. Mais il en met quand même deux trois comme ça. Donc bref, je suis pas, je vais pas me focaliser sur le 7-0. Et c'est beau, c'est un beau score, mais c'était pas impressionnant. Donc voilà. Donc je pense que Naples, Real, pour moi, c'est les deux favoris finalement de la Ligue des Champions, même si ça fait pas partie des cadors. Et puis après, les autres favoris, pour moi, c'est le favori caché, on va dire, c'est Benfica, qui m'impressionne toujours au niveau du jeu. C'était incroyable. C'est incroyable. Donc j'ai hâte aussi qu'ils prennent une grosse équipe pour voir si c'est réel ou si c'est juste parce qu'ils ont croisé des équipes pas terribles, dont le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on verra bien, effectivement. Puis après, alors vraiment, Milan, j'attends pas grand-chose. L'Inter, j'attends pas grand-chose. Et puis le dernier, c'est qui? On a donc le Real, Manchester City, le Barça, Naples, Benfica, le Milan. Et puis Chelsea, effectivement. Alors bon, Chelsea, moi, franchement, là, alors s'ils font une surprise, c'est vraiment n'importe quoi, parce que effectivement, ce serait quand même très, très, très surprenant. Et ouais, Chelsea. Non, alors là, on me demande, oui, le Real est favori et Naples outsider, effectivement. Un derby milaniste en quart, tu signes. Alors. La dernière fois, c'était donc effectivement en 2006-2007, le quart Milan-Inter. Milan avait été passé et avait gagné la Ligue des Champions derrière. Il y avait même eu en 2003 un Milan-Inter en demi-finale, suivi d'une finale Milan-Juve en 2003. Donc voilà. Après, franchement, j'aimerais des Milan Inter, on en voit fréquemment. Oui, ce serait cool qu'on soit sûr qu'il y ait un club italien en demi-finale. Le truc étant quand même que finalement, si je veux prendre un club italien, je préférerais prendre Naples en Europe. Et on a bizarrement plus d'expérience qu'eux en Europe, donc je pense qu'on aura un petit avantage. Et moi, j'aimerais que Milan prenne le Real. Moi, je veux un Milan-Real. Moi, je suis pas là pour m'embêter. On est là pour taper les meilleurs. On n'est pas là pour rigoler. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, faut taper les meilleurs. De toute façon, on est des outsiders. Nous, on est des nains là maintenant européens.
Alors, autant se faire plaisir avec deux matchs de gala incroyables. Et puis voilà, et puis se rappeler les bonnes années d'un Milan Real. Donc voilà. L'année dernière, t'attendais pas grand-chose du Milan non plus. Oui, c'est vrai. Quelle mémoire tu as, c'est impressionnant, c'est gentil, merci. Bah ouais, bah, c'est comme ça, hein. Donc Wiki Milan. Donc ouais, c'est effectivement, j'aimerais bien un Milan-Real plutôt, franchement, ou un Milan-Naples. Quitte à avoir une équipe italienne, je préférerais Naples que le Real, parce que Naples, je trouve ça joue bien, c'est bien. Les matchs contre l'Inter ces derniers temps, c'est quand même très très intense, dur, etc. C'est compliqué pour mon petit cœur, c'est très compliqué. Et puis perdre en Coupe d'Europe contre le cousin Oni, ah, c'est dur. C'est jouissif quand tu gagnes, mais si tu perds, c'est horrible. Perdre contre Naples, bon, c'est pas grave, on s'en fout de Naples. Donc, donc voilà. Enfin voilà. Dans tous les cas, j'ai hâte vraiment de voir ces futurs quarts de finale et le tirage au sort. Donc c'est vendredi, bah c'est demain, donc c'est demain midi. Donc on va savoir qui fait quoi et pourquoi pas un petit Bayern Manchester City. Ça me ferait marrer que les deux s'annulent là. Ça me ferait rigoler. Je pense que ça ferait plaisir à un de mes amis en plus. Donc voilà. Voilà. Bon, en tous les cas, bah, écoutez, ça a été un plaisir encore de passer ce temps-là avec vous, à discuter du foot. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, hein, vous pouvez bien sûr suivre Buonasera Calcio sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Spotify, Deezer, whatever, Google Addict, ce que vous voulez. Pardon, Podcast Addict, Google Podcast, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve lundi à 20h30. Et en attendant, ciao les gars, à lundi, ciao.